Le 9 décembre 2022, mon cher journal. Aujourd'hui, au manoir, je vais recevoir une visite à laquelle je ne m'attendais pas du tout, car c'est la première fois que je suis confrontée à un esprit bien plus vieux que moi. Je vais recevoir la visite d'Edmond, 35 ans, qui était marié à Clarisse, 32 ans, avec qui il a eu une merveilleuse petite fille, Fleur, qui avait 10 ans. Edmond va venir me voir parce qu'il a l'habitude de faire le tour de France à la recherche des bons esprits et des belles âmes. Il avait déjà entendu parler de moi depuis de nombreuses décennies, mais il avait tout comme moi beaucoup de choses à traiter. Et pour une fois, il avait moins de choses à régler, donc il en a profité pour me rendre visite. Edmond est un homme véritablement charmant qui a vu sa vie basculer en 1717 lorsque sa femme lui a appris qu'elle a perdu de vue sa fille. Tu sais, mon cher journal, après des siècles et des siècles, les douleurs s'estompent mais ne s'effacent jamais. J'ai pu voir en lui autant de bonté que j'ai pu voir de tristesse et de désespoir. Il m'a raconté comment s'est passée la perte de sa fille, et c'est une des pires choses qui puisse arriver à un être humain, de ne plus voir son enfant. Il m'a alors raconté cette merveilleuse journée de ce printemps 1717. Il partait travailler à l'atelier, lui qui habitait ces sublimes longères de Bretagne, ces longues bâtisses qui servent d'habitat pour les paysans et artisans qui servaient le peuple, qui étaient la plupart du temps construites le long des églises et autres remparts. Il était forgeron, il était plus précisément maréchal ferrant, et avait pour objectif de ferrer tous les chevaux de la ville et du diocèse où il était hébergé. En cette journée ensoleillée, il me raconte que, comme tous les matins, il embrasse sa femme et sa fille pour se rendre à l'atelier, et il m'explique que pour lui, la journée allait se dérouler comme une autre. En effet, comme tous les matins, Clarisse effectue ses tâches quotidiennes de la maison, que ce soit la préparation du repas ou s'occuper de la maison, ou encore de l'éducation de leur fille. Aujourd'hui était le jour de la lessive. Elle a l'habitude d'y aller avec sa voisine Marthe, 33 ans, parce que c'est quand même plus sympathique d'aller au lavoir en groupe. Elle propose donc à sa voisine de l'accompagner, de façon à ce que ses enfants, Thomas, 11 ans, qui aime se faire surnommer Tom, et Elisabeth, 10 ans, qui aime se faire surnommer Élise, puissent profiter de jouer ensemble avec Fleur, sa fille. Bien entendu, tous les 5 s'y rendent en chantant, les mamans portent les bassines de linge et les enfants portent les savons et les planches à laver. À l'époque, on ne faisait pas la lessive très souvent, on la faisait entre 2 et 6 fois par an à peu près. De ce fait, c'était une épopée, que dis-je, une cérémonie que de faire ce qu'on appelle aujourd'hui une simple corvée de lessive. Ça me rappelle comment on faisait la lessive nous-mêmes avant d'avoir une machine à laver à la maison. D'abord, on devait faire le triage, comme on le fait encore aujourd'hui. Ensuite, on procédait au trempage, qui était en quelque sorte comme un pré-lavage qui s'effectuait dans un grand cuvier à l'eau froide. Le linge était trempé dans l'eau claire pour éliminer sommairement la crasse, sinon ça aurait coagulé dans l'eau bouillante. Ensuite, on procédait au coulage, c'est-à-dire cuire la lessive pour enlever un maximum de saleté et de bactéries. Et cette première étape faite, les femmes se dirigeaient ensuite au lavoir, généralement au bord d'un ruisseau. Et là, dans ce petit village breton, elles se rassemblaient pour procéder ensemble au battage ou encore au dégorgeage du linge, c'est-à-dire que c'est là que les femmes battaient le linge avec un battoir et qu'elles le brossaient avec un chien-dent. Ensuite, elles effectuaient le rinçage, c'est-à-dire que là, le linge était rincé avec de l'eau froide dans le bassin directement, et ensuite elles passaient à l'essorage. Le linge était tout simplement tordu à la main pour faire sortir l'eau restante. Et ce qui amusait les enfants, c'était d'essorer à plusieurs les grandes pièces comme les robes, les tabliers ou encore les draps. Et ensuite, il fallait tout simplement étendre le linge, généralement sur des branches ou des tréteaux, et pendant que le linge séchait, les enfants pouvaient continuer à jouer ensemble et les mamans à discuter ensemble. Ce jour-là, Clarisse et Marthe étaient en pleine discussion. Elles ont l'habitude que Tom et Élise, ainsi que Fleur, la fille de Clarisse, jouent ensemble, et elles leur ont fait confiance, comme d'habitude, et les ont laissés jouer tranquillement à leur jeu d'enfants. Au moment de presser le linge, Clarisse et Marthe appellent leurs enfants pour qu'ils essorent les grandes pièces car ils adorent le faire. Mais les enfants ne répondent pas à l'appel. Au début, Clarisse pense que les enfants chahutent tellement qu'ils ne les entendent pas. Marthe est persuadée également qu'ils sont en pleine histoire, donc elle décide de les laisser jouer encore un peu. Quelques instants plus tard, Clarisse est quand même surprise de n'entendre aucun enfant. Ne voulant montrer son inquiétude, elle demande quand même à Marthe d'aller près de la rivière pour voir ce qu'ils font, pour voir s'ils ne font pas trop de bêtises. Sauf que lorsqu'elles se rendent à la rivière, il n'y a pas d'enfant.
Fleur n'est pas présente, mais Tom et Élise non plus. Prise de panique, Clarisse et Marthe retournent en courant chez elles, en appelant les enfants, et sont déjà en train de penser aux corrections qu'ils vont recevoir lorsqu'elles vont les retrouver, parce que la consigne était de ne pas quitter le lavoir ou la rivière. Évidemment, mon cher journal, comme tu t'en doutes, aucun enfant n'était chez lui. Clarisse et Marthe reprennent le cours d'eau. Après tout, ils ont peut-être joué à la course au bateau. Ils s'amusaient à fabriquer de temps en temps des petits bateaux avec des brindilles de bois qu'ils posaient sur l'eau, et le premier à arriver à un certain point avait gagné. Et on le sait tous, il y a toujours un moment quand on est pris dans un jeu où on oublie les consignes, où on peut s'évader sans en avoir réellement envie. Clarisse et Marthe vont donc longer la rivière d'une cadence soutenue en criant les 3 prénoms à s'en casser la voix. Mais au bout d'1 heure de recherche, toujours aucun signe des enfants. Clarisse et Marthe décident de retourner au centre du village pour entrer dans les longères et retrouver leur mari qui travaille dans les ateliers du diocèse, et elles annoncent à leurs maris respectifs que leurs enfants sont introuvables et qu'il faut probablement prendre les chevaux pour aller chercher un peu plus loin le long de la rivière. Edmond s'empresse d'embrasser Clarisse et de la remercier de les avoir tenus informés, et dit à Clarisse et Marthe de retourner chez elles, et prend vite un cheval pour longer les berges. Mais après plus de 2 heures à fouiller le long de la rivière et à fouiller le village entier, les enfants restent introuvables. Edmond décide alors d'aller voir quelques camarades pour qu'ils lui prêtent main forte avant que la nuit tombe. C'est donc l'ensemble du village qui part à la recherche des 3 enfants. À la nuit tombée, malheureusement, aucun signe d'eux. Même si elles n'arriveront pas à dormir, Marthe et Clarisse resteront dans leur habitation. Quant à Edmond et Léopold, le mari de Marthe, vont remuer les forêts avoisinantes. Sait-on jamais. À l'aube, les hommes sont exténués, mais continuent de chercher et chercher encore. Clarisse et Marthe décident de prendre le relais alors que les hommes se reposent et demandent à d'autres habitants du village de les aider à chercher leurs enfants. Le maire du village va alors décider d'aller dans les villages d'à côté pour annoncer que 3 enfants ont disparu et de mobiliser leur communauté pour les aider à retrouver leurs enfants. Mais malheureusement, après une journée complète de recherche intensive dans les 4 villages entourant le leur, aucune trace des enfants. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, de pleurs et de cris, ils vont donc décider de faire passer un message dans les journaux, au cas où quelqu'un aurait pu les apercevoir quelque part. Quelques jours plus tard, le maire reçoit une triste nouvelle et n'ose pas se rendre à la maison de Clarisse et Edmond, tant cela lui fait mal au cœur d'être le messager d'une telle horreur. Effectivement, les 3 enfants ont été retrouvés 2 villages plus loin, coincés dans un barrage à castors, noyés. Edmond m'explique alors que ça a été la pire journée de son existence que d'apprendre le décès de sa fille, ainsi que de celui des 2 enfants avec qui elle jouait. Et je peux le comprendre, il ne doit pas y avoir plus atroce souffrance que de voir son enfant partir. Clarisse ne s'est jamais remise de la perte de sa fille, elle a refusé de refaire des enfants, pleurant jour et nuit la perte de Fleur. Elle s'est tellement laissée aller qu'elle est morte de chagrin quelques mois plus tard. Edmond, quant à lui, n'a pas supporté cette douleur et a décidé de se retirer la vie à son tour pour rejoindre sa femme et sa fille, eux qui sont si croyants, sauf qu'Edmond ne les a jamais retrouvés. Pour une raison qui m'échappe, malgré mes décennies à errer en tant que fantôme, moi qui refuse de passer de l'autre côté, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains morts parviennent à retrouver leur famille et pourquoi certains autres n'y parviennent pas. Je suis dans le même cas qu'Edmond. Pour une raison que j'ignore, je suis incapable d'aller retrouver Aubin, alors que ça fait quelques décennies que je le cherche. Il y a tant de choses à comprendre en tant que non-vivant, tant d'expériences à vivre, tant de leçons à apprendre, et malheureusement, il n'y a pas de guide du petit fantôme. Nous avons discuté très longuement avec Edmond, lui me racontant son histoire et moi la mienne. Nous avons échangé sur nos vies de vivants, mais aussi et surtout sur nos vies de morts. Nous avons, lui et moi, un parcours assez similaire, bien que nous ne soyons pas décédés de la même façon. Moi, j'ai perdu la vie par accident, alors que lui s'est retiré la vie délibérément. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous arrive dans cet entre-deux-mondes, nous avons eu exactement le même parcours. Tout d'abord, nous étions restés coincés dans l'endroit où nous avons perdu la vie pendant de longues décennies, jusqu'à ce que l'on trouve le moyen de sortir de notre prison dorée. Et pourtant, nous n'avons pas dû faire la même chose, lui et moi, pour y parvenir.
J'adore discuter de ces choses-là avec de nouvelles entités que j'apprends à découvrir. Tu ne peux pas savoir, mon cher journal, à quel point ça fait du bien de pouvoir discuter du monde d'après avec quelqu'un qui vit exactement la même chose que nous. Et crois-moi, depuis 1897, j'en ai vu passer du monde. Que ce soit à l'époque où Eugénie, la gouvernante, avait pris en main le manoir, que ce soit après, dans la période du premier conflit mondial, que ce soit encore après, lorsqu'Aubin est revenu faire des fêtes à n'en plus finir pour essayer de noyer son chagrin, que ce soit ensuite au pensionnat qui récupérait les enfants blessés du deuxième conflit mondial, que ce soit à l'époque où il y avait la voyante, à l'époque où le manoir était transformé en prieuré en hébergeant des religieuses, que ce soit à l'époque où le manoir a été transformé en une école non conventionnée, ou encore ensuite quand il est devenu un hôtel de luxe, et maintenant, depuis qu'il est abandonné, livré aux urbexeurs et autres chasseurs de fantômes. Je peux te dire que j'en ai vu passer du monde, que j'en ai chassé des petits vivants, et que j'ai aidé des centaines et des centaines de personnes à aller mieux dans leur vie. Mais je peux te dire que cette visite, la visite d'Edmond, est de très loin celle que j'ai préférée en ces 3 siècles que je parcours depuis mon décès. Je le considère un peu comme un grand frère ou un oncle, une épaule sur qui poser sa tête lorsqu'on ne va pas bien. Pourtant, il est né et mort plus d'1 siècle avant ma propre naissance. Mais c'est vraiment comme si c'était un ami fidèle sur qui on pouvait compter toute sa vie. Autant j'ai accepté de ne plus jamais avoir de contact avec Aubin, puisqu'il est introuvable, autant ça me fait de la peine qu'Edmond n'arrive pas à retrouver sa douce et sa fille. Ça me fait mal au cœur de le voir tellement chagriné et désespéré que j'aimerais l'aider, mais cette fois-ci, je ne peux absolument rien faire. Et oui, mon cher journal, nous avons nos propres limites. Peut-être est-il temps pour nous de passer de l'autre côté. Pour ma part, j'aime rester entre ces deux mondes. Je n'ai pas envie de passer de l'autre côté, je me sens bien ici, en sécurité. Et rien ne me prouve que de l'autre côté je pourrais y rencontrer Aubin. Il n'y a aucune certitude là-dessus, étant donné que nous ne savons pas où nous allons atterrir. Je suis bien ici, avec mes petits vivants, même si parfois ils m'irritent à tel point que je suis obligée de faire des choses pas très gentilles, mais la plupart du temps, je suis là pour les aider, soit à communiquer avec l'au-delà, soit pour les aider dans leur quotidien à mieux gérer les épreuves qu'ils ont à traverser. J'aime le rôle de Madame Adélaïde, qu'on m'a collé sur le dos. J'aime savoir que je peux aider qui que ce soit à supporter n'importe quelle épreuve. J'aime être présente pour eux dans les moments de leur vie où ils en ont le plus besoin. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est que la plupart du temps, ils ne savent pas que je suis derrière, que c'est moi qui suis responsable du profond bien-être qu'ils vivent à certains instants. Mais le simple fait de les voir aller mieux, autant ça me touche et me fait pleurer la plupart du temps, autant je suis heureuse d'avoir pu leur apporter ce que j'avais à leur donner. Tu vois, mon cher journal, cette journée avec Edmond, à discuter et discuter encore, m'a permis de constater que j'ai eu une bien belle destinée et que je suis impatiente de découvrir ce que va devenir le manoir. Qui va le sauver? Quand? Et surtout, quelle sera cette destinée future? Il est de bon augure de penser que cela puisse devenir un gîte où il y aurait des rencontres paranormales, parce que ça devient la mode. Et j'avoue que je suis surprise que la France ait un tel décalage avec les pays anglo-saxons, car en Angleterre, par exemple, d'où je viens, il y a toujours eu une croyance très forte et très présente pour les fantômes, alors qu'en France, il semblerait que cela ne fait que quelques décennies qu'on s'y intéresse réellement, et qu'on ne prenne plus ceux qui ont des histoires avec des fantômes pour des fous. Quoi qu'il en soit, je vais profiter de l'abandon du manoir pour aller rendre occasionnellement visite à Edmond, qui est resté à protéger la longère de l'église ainsi que ses habitants. Il m'a tant donné envie de découvrir son village, qui est classé aujourd'hui comme village médiéval, c'est-à-dire que l'on peut découvrir la vie du village comme elle l'était à son époque. Je vais pouvoir voir ces belles et longues maisons étroites qui ont été construites le long des murs des églises. Il pourra me montrer l'atelier où il travaillait, qui est resté intact, et il pourra peut-être me montrer où sa fille a perdu la vie, et me raconter tout ce qu'il a mis en place en me montrant chaque coin et recoin qu'il a fouillé. Et voilà, mon cher journal, des visites comme j'en reçois peu, comme j'en aimerais davantage, des moments où il fait bon se dire qu'il est agréable d'être en fantôme en 2022 et de rester là à veiller sur son manoir. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.